Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier l'algorithme de Floyd-Warshall. Ce sera le troisième et dernier algorithme pour calculer les plus courts chemins dans un graphe. Alors ici, l'objectif, ça va être de calculer la distance d'un plus court chemin entre U et V, donc delta de UV, et on veut le faire cette fois-ci pour toutes les paires UV de sommets. Et on veut bien sûr, comme d'habitude, non seulement calculer la distance des plus courts chemins, mais aussi construire à chaque fois un plus court chemin lorsqu'il existe. Alors bien sûr, on pourrait résoudre ce problème-là en appliquant Bellman-Ford depuis chacun des sommets, en utilisant chaque sommet comme une origine possible de Bellman-Ford ou de Dishra. Et on obtiendrait à ce moment-là ces deux complexes-là, S carré fois A pour Bellman-Ford et S fois A fois log de S pour Dishra. Et on va voir que l'algorithme de Floyd permet d'améliorer cette complexité. Alors une des caractéristiques de cet algorithme, dont le nom complet est Floyd-Warshall, est le fait de passer par une représentation matricielle de notre graphe. Donc on part d'un graphe G avec une fonction W qui associe une valeur dans R à chaque arc, et notez qu'on peut donc avoir des arcs de poids négatifs. Et on va utiliser donc, on va construire une matrice NN. Donc dans la suite, on va utiliser notre ensemble de sommets, on va le représenter soit de manière S1, S2, Sn, ce sera comme ça qu'on représentera les sommets, ou alors directement 1, 2 jusqu'à N. Donc on va utiliser les deux notations, il ne faut pas se perdre avec ça. Donc la matrice qu'on va construire au début de notre algorithme, c'est une matrice carrée, NN, dont le coefficient donc alpha et j va être défini comme ça. Sur la diagonale, on va mettre des zéros, puisque le coefficient de la diagonale correspond à un certain sommet, et en fait, pour aller d'un sommet à lui-même, on va supposer que c'est 0. Et lorsque on a un arc entre I et J, dans notre graphe grand A, eh bien, le coefficient alpha et J sera égal au poids de cet arc. Et lorsqu'il n'y a pas d'arc, on mettra plus l'infini. Et notre objectif, dans notre calcul, ça va être de calculer une matrice avec des coefficients delta de IJ, tel que delta de IJ, c'est précisément la distance d'un plus court chemin entre SI et SJ. Alors, prenons tout de suite un exemple. Prenons le graphe G suivant. Eh bien, en fait, on va construire la matrice MG définie ainsi. Donc, on aura bien des zéros sur la diagonale. Ensuite, puisque là, j'ai un arc entre 1 et 2, je vais mettre moins 2 ici dans le coefficient qui va de 1 à 2. J'ai un arc entre 3 et 2, je vais donc un arc de poids 3, je vais donc avoir le coefficient 3, 2 qui va valoir 3. Et puis je vais avoir des infinis lorsqu'il n'y a pas d'arc. Donc ça, c'est le point de départ de mon algorithme. Ensuite, l'idée de l'algorithme va être la suivante. Lorsqu'on prend un chemin, on peut distinguer l'origine, le point d'arrivée, et tous les sommets intermédiaires qui ne sont ni l'origine ni l'arrivée sont ce qu'on appelle l'intérieur du chemin. C'est une notion qu'on avait déjà rencontrée dans le cadre de la deux-connexité. C'est donc les sommets intermédiaires par lesquels on passe. Un chemin d'intérieur vide, c'est alors un chemin avec 0 ou un arc. Je vous rappelle qu'un chemin, juste un sommet tout seul, c'est un chemin de longueur nulle, donc il n'y a pas d'arc, mais il va bien de lui, c'est un sommet un sommet unique va être un chemin qui va de lui à lui. Et qu'est-ce que c'est finalement qu'un plus court chemin entre S et SJ? C'est tout simplement un chemin dont l'intérieur est inclus dans S. On n'a aucune hypothèse particulière, on peut se passer par tous les sommets intermédiaires possibles. Et l'idée de l'algorithme de Floyd, finalement, ça va être d'autoriser des intérieurs de plus en plus grands, puisque finalement, ce cas-là, lorsqu'on autorise un intérieur vide, avec 0 ou un arc, eh bien, en fait, ça va correspondre tout simplement à la matrice qu'on a calculée avant. Et petit à petit, on va autoriser de passer par un sommet, puis par un nouveau sommet. On va augmenter le nombre de sommets, les sommets par lesquels on a le droit de passer. Donc on va augmenter l'intérieur possible des chemins. Donc on va voir ça sur l'exemple suivant. Prenons un sous-ensemble de sommets grand I. Si je note delta I de UV, la distance d'un plus court chemin d'intérieur inclus dans I. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche des plus courts chemins, mais des plus courts chemins qui vont être restreints au fait de les sommets intermédiaires par lesquels j'ai le droit de passer
ne peuvent appartenir que à grand I. Je n'ai pas le droit de passer par des sommets intermédiaires qui ne sont pas dans grand I. Donc si je prends ce graphe-là, et si je cherche un plus court chemin entre U et V, si je cherche un plus court chemin d'intérieur vide, il faut que j'utilise 0 ou un arc. Et là, je vois qu'il n'y a tout simplement pas de plus court chemin avec 0 ou un arc entre U et V. J'ai donc une distance infinie. Lorsque j'autorise maintenant de passer par le sommet Z, alors là, j'ai un chemin de distance 8. Je vais donc avoir delta en singleton Z UV est égal à 8. Si maintenant j'autorise de passer en plus de Z par Y, alors je peux améliorer les choses et obtenir une distance de 7. Si maintenant j'autorise de passer par X en plus, je vois que je peux passer par X et que ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Si maintenant j'autorise de passer aussi par T, eh bien ça ne change rien parce que en fait passer par T n'est pas intéressant dans ce cas-là. Et je vais donc pouvoir calculer en fait ces distances en élargissant petit à petit l'ensemble des sommets intermédiaires par lesquels j'ai le droit, ce n'est pas une obligation, j'ai le droit de passer. Alors si je veux formaliser cette idée, eh bien, je vais donc essayer de définir ce que vaut delta de I union X entre U et V en fonction des plus courts chemins, des distances des plus courts chemins, lorsque seul grand I, l'ensemble grand I était autorisé comme sommet intermédiaire. Et je veux en fait avoir cette relation-là. Delta de I union X entre U et V, ça va être le minimum entre delta I de UV, c'est-à-dire la distance d'un plus court chemin de U à V, en ne pouvant passer que par des sommets de grand I. C'est le min entre ça. Ou alors, je vais faire delta I de UX plus delta I de XV. Et pourquoi? Et bien en fait, l'idée est la suivante. Soit petit x est en fait un sommet intéressant lorsque j'ai est-ce que petit x est un sommet intermédiaire intéressant? Dans ce cas-là, je vais avoir intérêt à passer par lui. Soit il n'est pas intéressant, auquel cas il ne m'apporte aucun bénéfice. D'accord? Et ça, c'est toujours limité, bien sûr, au cas où je suis dans le cadre de mon ensemble de sommets intermédiaires grand I. Alors, l'algorithme de Floyd-Warshall, en fait, il va être extrêmement simple. On va construire notre matrice, d'une part. Et puis, par ailleurs, on va avoir 3 boucles for imbriquées. La dernière, la boucle extérieure, pour K, en fait, va nous donner l'intérieur autorisé. Au début, on va avoir un intérieur vide. Et puis ensuite, on va autoriser comme intérieur le sommet 1. Puis après, on va autoriser le sommet 2 en plus de 1. Puis le sommet 3 en plus de 1 et de 2. Puis le sommet 4 en plus de 1, 2 et 3, etc. Et donc, le coefficient D2IJ à l'étape K, de la matrice K, ici, on va considérer qu'on va avoir différentes matrices, dont l'exposant ici correspond, là je travaille dans la matrice de la kème matrice. Eh bien, le coefficient IJ, ici, va correspondre au min entre le coefficient IJ de la matrice précédente, où en fait je n'avais pas le droit de passer par K, ou alors je passe par K, et auquel cas je vais d'abord de I à K, puis ensuite de K à J. Et je fais bien sûr la somme. Et donc ça va me correspondre à un intérieur qui va correspondre au sommet 1, 2, 3, K-1, plus le sommet K. La complexité de cet algorithme, elle est assez simple à établir. Ici, on a une partie qui va être en S carré, et ici, une partie qui va être en S cube. Et cet algorithme, il ne va pas que calculer la distance des plus courts chemins, il va aussi mettre à jour une matrice des plus courts chemins, une matrice pi, telle que pi de IJ va être en fait le prédécesseur du sommet J le long d'un plus court chemin entre I et J. On va revenir sur ça un petit peu plus tard, mais c'est exactement la même idée que pour Bellman-Ford et Dishra. Alors, la première propriété qu'on va voir maintenant, il s'agit de vérifier que toutes ces idées intuitives sont justes. La première propriété, c'est que si G ne contient pas de circuit strictement négatif, alors, pour toute étape K, eh bien, le coefficient IJ de la matrice K correspond à la distance d'un plus court chemin entre I et J
d'intérieur S1, SK. Et en ce qui concerne la matrice pi, pi de ij au niveau de la matrice K va correspondre à un prédécesseur possible pour Sj, un prédécesseur donc du sommet d'arrivée, le long d'un plus court chemin d'intérieur comme il faut entre Si et Sj. Alors on fait la preuve de cette propriété par induction sur K. Lorsque K vaut 0, donc c'est la matrice de départ, la manière dont on a défini D de Ij pour la matrice 0, c'est 0 si égale J, c'est le coefficient de l'arc si jamais il y a un arc entre I et J, et c'est l'infini sinon, et c'est précisément la définition d'un plus court chemin entre I et J d'intérieur vide, c'est-à-dire avec 0 ou un arc. 0 ou un arc. Très bien. Et maintenant, lorsqu'on se situe dans le cas général, avec, on prend un certain cas strictement plus grand que 0, et bien dans ces cas-là, dij de la matrice K plus 1, ça correspond exactement au min de d de ij au niveau K et de dik plus 1 plus dk plus 1j au niveau K. Et si on regarde bien, en fait, quand on a compris que ce sommet-là qu'on va ajouter K plus 1, que d de ij au niveau K, c'est bien le coefficient delta de ij d'intérieur 1, 2, 3 jusqu'à K, eh bien on va avoir exactement la correspondance qu'on avait établie précédemment. Ça, c'est pour les coefficients d de ij. Et en ce qui concerne le coefficient pi de ij, quand on regarde l'équation qu'on utilise durant notre algorithme, eh bien dans le premier cas ici, lorsque le min correspond à d de ij au niveau K, eh bien ça c'est lorsqu'il n'est pas intéressant de passer par K plus 1, et du coup, eh bien pi de ij K plus 1 c'est exactement pi de ij au niveau K, c'est-à-dire on va prendre le prédécesseur de J le long d'un chemin d'intérieur K. Et lorsqu'on a besoin de passer par K plus 1, eh bien on va regarder en fait le prédécesseur de J le long d'un plus court chemin entre K plus 1 et J. C'est exactement comme ça qu'on va faire l'initialisation dans notre algorithme. Et donc on va obtenir la première partie de la correction de notre algorithme, qui est que si G ne contient pas de circuit strictement négatif, alors la matrice finale, la nème matrice qu'on va calculer, ou plutôt la n plus unième, puisqu'on parle de D de 0, va contenir les bons coefficients. Et la preuve est directe, vu ce qu'on a prouvé avant, puisqu'en fait, D de ij au niveau n, c'est bien delta entre Si et Sj, avec d'intérieur S1, S2, Sn, c'est-à-dire grand S, et ça c'est précisément les plus courts chemins. À partir du moment où on autorise comme sommet intermédiaire tous les sommets du graphe, on n'a plus aucune restriction, on a donc bien les plus courts chemins généraux. Ok, et maintenant deuxième partie. Lorsque G contient un circuit strictement négatif, alors il y a un coefficient de la diagonale, au moins un coefficient de la diagonale qui est strictement négatif. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, quand vous prenez un circuit C strictement négatif, donc composé d'un certain nombre de sommets, disons SI1 et puis jusqu'à SIK, pour reprendre les indices qu'on a utilisés jusqu'à maintenant, donc on suppose qu'on a comme ça K sommets du circuit. On va supposer que IK d'ailleurs est le sommet d'indice le plus grand. Alors en fait, ce qu'il est facile de voir, c'est que lorsqu'on calcule la matrice IK, c'est-à-dire lorsqu'on la matrice D de IK, c'est la matrice qui calcule des plus courts chemins où l'intérieur autorisé est de 1, 2, 3 jusqu'à IK. D'accord? Et du coup, tous les sommets ici intermédiaires sont des sommets intermédiaires possibles. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on a fini de calculer la matrice D de IK, alors tous les coefficients D de JJ pour n'importe quel sommet J à l'intérieur de C, eh bien, vont tous être strictement négatifs. Pourquoi? Parce qu'on les aura mis au fur et à mesure à jour avec des équations comme ça, c'est-à-dire qu'on aura bien fait D de JJIK, ce sera le min entre D de JJ sans le sommet IK, et puis, ou alors D de J à IK et de IK à J. Et on va donc retrouver ici des valeurs strictement négatives.
Notons qu'il y a aussi, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé d'un algorithme de Floyd-Warshall avec des matrices, des nouvelles matrices à chaque itération. Donc à la fin, on obtient n plus une matrice. En fait, il y a une version plus simple, et en fait, c'est la version classique, et c'est la version qu'il faut utiliser. C'est une version avec une matrice unique, c'est-à-dire qu'on travaille sur une seule matrice dans laquelle on réécrit. Et l'idée, c'est que la matrice K, lorsqu'on calcule le coefficient alpha et j de la matrice K, eh bien, ce coefficient-là va dépendre de l'ancien coefficient alpha et j de la matrice K-1, du coefficient alpha kj de K-1 et de alpha ik. Et en fait, tous ces coefficients-là, eh bien, tous ces coefficients-là ne changent pas lorsque il n'y a pas de circuit strictement négatif, et donc en fait on peut tout à fait les réutiliser. Et s'ils changent parce qu'il y a des circuits strictement négatifs, on se contente ici d'accélérer, si vous voulez, la propagation des nombres négatifs sur les diagonales. Il n'y a pas de souci. Je vous renvoie bien sûr au polycopier pour une analyse un peu plus précise de cet algorithme.